Compose, hors série numéro 4. Après être passée par plusieurs étapes d'indépendant complémentaire, indépendant total, etc., il y avait quelque chose qui frottait, qui était dérangeant pour moi, c'est que j'avais besoin de voyager. C'est ça qui me nourrissait. Et donc, je partais en voyage quand j'avais le budget pour. Je partais avec mon sac à dos et j'avais beaucoup d'inspiration, de créativité, d'énergie vitale, d'envie de partager à tout le monde ce que je vivais. Et puis, je devais rentrer en Belgique parce que mon budget était fini. Et quand je rentrais en Belgique, c'était le moment où je devais travailler. Donc, je reprenais les consultations et moi-même, j'étais comme plus nourrie, en fait. J'étais comme triste. Et donc, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas parce que je dois être là pour les gens et pour les aider à vivre leur vie, la vie qui leur correspond. Et moi, je n'ai pas l'impression de vivre celle qui me correspond. Donc, je me suis dit, c'est plus possible de fonctionner comme ça. Alors, je vais voir comment c'est possible, comme moi, j'aime le non-choix, j'aime pouvoir tout mêler. Comment c'est possible de continuer à voyager et de faire le métier que j'aime. Et donc, j'ai créé les Réveils de Morgane et j'ai décidé de faire le pari de passer mes consultations en ligne en me disant, on va voir. Si je ne pars pas en qualité relationnelle, en qualité humaine, ce sera à tester. Pour ce 4e hors-série où je reçois donc celles et ceux qui aident les autres à oser créer, mon invitée, c'est Morgane Remakers. Psychologue, thérapeute holistique nomade et coach en entreprise, elle a créé les Réveils de Morgane. Ensemble, on a parlé de sa passion pour l'humain, de ses études de psycho, de son amour du voyage, du pari de proposer ses consultations en ligne, de son camion aménagé, de sa rencontre avec les dauphins, d'organisation, de fierté, d'entrepreneuriat. J'ai eu la chance de découvrir le magnifique camion dans lequel vit Morgane, mais malheureusement, il pleuvait le jour de l'enregistrement, donc vous allez l'entendre. Mais j'espère que ça ne vous dérangera pas trop et je vous souhaite surtout une très belle écoute. Merci Morgane d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi, je suis super honorée. Tu es donc psychologue, thérapeute holistique, aussi coach en entreprise et tu fais tout ça sous le nom Les Réveils de Morgane. Tu peux un peu revenir d'abord au début. Comment tu es devenue psychologue ? Alors, en fait, à la base, moi, j'étais danseuse, donc j'étais dans une formation de danse à Barcelone. Et puis, il y avait comme une petite voix qui continuait à me dire, oui, bah, c'est génial la danse, mais en même temps, il y a l'humain. J'ai toujours été passionnée par l'humain depuis que je suis petite, par les histoires des adultes. Tu sais, je regardais les émissions à la télé où on racontait des histoires tristes et j'étais captivée par ça. Et donc, toujours cette petite voix, quand même la thérapie. Alors, je suis revenue d'Espagne, en Belgique, et j'ai décidé de faire ces études de psycho en me disant, je vais continuer à la danse à côté, mais quand même, on va aller voir ce qui se passe du côté de la thérapie. Trop bien. Et alors, comment ça s'est passé une fois que tu as découvert ça ? Les études de psycho ? Oui. Honnêtement, je ne me suis pas vraiment sentie tout à fait à ma place. Donc, ça a été une phase de 5 ans où c'était un deal avec moi-même. On va le faire parce qu'il y a quelque chose à ressortir de ça, mais ce ne sera pas la fin du trajet. Ça va être une étape. Donc, c'était très clair pour moi. Et puis, par contre, après la thérapie, quand je suis rentrée dans la pratique, dans les consultes, j'ai tout de suite adoré, en fait. Ça m'a passionnée. Et tu as commencé par quoi ? Comment t'as démarré ta carrière professionnelle ? Alors, j'ai lancé d'abord les consultations vraiment chez moi, tout de suite. Dès que je suis sortie de l'UNIF, j'avais envie de ça. Donc, on a démarré tout de suite en consultation individuelle. Et puis, petit à petit, ça a pris la forme d'ateliers de groupe, et puis les voyages que j'organise. Et puis, voilà, les formes se sont multipliées au fur et à mesure du chemin. Trop gai. Et à ce moment-là, tu étais déjà indépendante ? Tu me poses des questions. Je crois que je suis passée par le statut d'indépendante complémentaire à la sortie de l'UNIF. Et donc, j'avais un job dans un grand magasin. Et c'était un job alimentaire. Donc, à ce moment-là, le temps de lancer les consultes à côté. Et en même temps, je me disais, mais comment je pourrais déjà être qui je suis là où je suis maintenant ? Et c'était une structure super ouverte, où ils avaient des belles idées pour l'entreprise et je leur ai proposé de donner du développement personnel en entreprise. Et ils m'ont laissé une super carte blanche, donc j'ai pu créer une formation que je donnais aux collaborateurs de ce magasin et ça a été un bon tremplin pour moi, vraiment un bon démarrage. Et tu t'es sentie comment, justement, quand tu faisais ce coaching, cette formation en entreprise ? J'ai adoré parce qu'en fait, ce que j'adorais, c'était de pouvoir ramener tout ce que j'adorais en voyage, qui était très riche. Je le ramenais dans cette formation, puis mes études dans cette formation, et de voir qu'au sein du travail, les gens pouvaient, dans leur quotidien, réutiliser ces outils pour se connecter entre eux, pour communiquer, pour gérer des problèmes et tout. Ça a été vraiment génial d'observer le résultat au quotidien. Et donc, en parallèle, tu continues tes propres consultations vraiment en indépendante complémentaire. Comment est-ce qu'on arrive, après tout ça, au réveil de Morgane ?
Alors, il y a eu pas mal d'étapes. Je dis toujours que c'est important parce que sur les réseaux, on voit que le chemin, la fin du chemin. Et en fait, il y a eu pas mal d'étapes d'aller-retour entre un statut d'indépendant complémentaire, un statut d'indépendant total, un retour au boulot. Enfin, vraiment, je suis passée par beaucoup, beaucoup d'étapes. Et finalement, je ne sais plus ta question. Comment tu es arrivée au réveil de Morgane? Au réveil de Morgane. Donc, après être passée par plusieurs étapes d'indépendant complémentaire, indépendant total, etc., il y avait quelque chose qui frottait, qui était dérangeant pour moi, c'est que j'avais besoin de voyager. C'est ça qui me nourrissait. Et donc, je partais en voyage quand j'avais le budget pour. Je partais avec mon sac à dos et j'avais beaucoup d'inspiration, de créativité, d'énergie vitale, d'envie de partager à tout le monde ce que je vivais. Et puis, je devais rentrer en Belgique parce que mon budget était fini. Et quand je rentrais en Belgique, c'était le moment où je devais travailler. Donc, je reprenais les consultations et moi-même, j'étais comme plus nourrie, en fait. J'étais comme triste. Et donc, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas parce que je dois être là pour les gens et pour les aider à vivre leur vie, la vie qui leur correspond. Et moi, je n'ai pas l'impression de vivre celle qui me correspond. Donc, je me suis dit, c'est plus possible de fonctionner comme ça. Alors, je vais voir comment c'est possible, comme moi, j'aime le non-choix, j'aime pouvoir tout mêler. Comment c'est possible de continuer à voyager et de faire le métier que j'aime. Et donc, j'ai créé les réveils de Morgane et j'ai décidé de faire le pari de passer mes consultations en ligne en me disant, on va voir. Si je ne pars pas en qualité relationnelle, en qualité humaine, ce sera à tester. Et comment ça s'est passé? Ça a été super. Ça a été super parce qu'assez rapidement, j'ai eu des consultations où le feeling passait très, très bien. On avait vraiment des belles choses qui se libéraient, comme en présentiel, en fait. Et là, je me suis rappelé que, en fait, ce qu'on appelle l'énergie, elle s'en fout de la distance et d'un écran. Ça n'empêche pas l'énergie de passer entre deux personnes. Et ça, j'ai vraiment pu l'expérimenter. Et aussi, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai eu accès... c'était juste avant le confinement que j'ai testé ça. J'ai eu accès à des personnes, du coup, qui n'auraient jamais peut-être fait la démarche d'aller en présentiel. Ça leur demandait beaucoup de prendre le rendez-vous, de trouver le temps d'y aller, de se déplacer en voiture. Je pense à des jeunes, notamment, qui n'avaient peut-être pas le courage de faire toutes ces étapes. Là, ils n'avaient qu'à cliquer pour prendre rendez-vous. Et donc, j'ai eu accès à des personnes qui étaient dans leur chambre, dans un environnement sécure, et qui pouvaient s'ouvrir et libérer des belles choses. Oui, j'allais dire, c'est vraiment la bonne période, parce que finalement, avec le confinement, on a été obligé de tout passer en ligne. Et toi, tu l'as fait juste avant. Juste avant. Du coup, tu t'es dit que les choses, finalement, n'arrivaient pas par hasard? Pour moi, oui, ça a été un peu comme ça. Ça m'a poussé dans le dos. C'était au bon moment. Ouais. Tu parles beaucoup de voyage. Depuis quand, comme ça, tu as cette envie de voyager? Alors, je dirais, j'ai reconnecté à ma famille en Argentine, du côté de mon père, quand j'avais 18 ans, justement après mon année de danse à Barcelone. Enfin, cette année-là, j'ai été les voir, les rencontrer pour la première fois. Donc, on a vraiment une grande partie de la famille qui vit là-bas, mais que je n'avais pas encore rencontrée. Et le fait d'aller là-bas, de reconnecter à toute cette partie de la famille, j'ai comme compris des choses qui étaient en moi. Je me disais, c'est pour... Enfin, je sentais que j'étais connectée à mes cousines et tout. Ça m'a donné envie d'en voir plus, en fait. Et donc, je me suis dit, OK, je fais mes études de psycho. Et dès que je sors de mes études de psycho, je pars en Amérique latine, voyager, aller à la rencontre des civilisations ancestrales. C'est ça qui m'intéressait, les chamans. Donc, j'ai fait mes études avec cet objectif final. Et après, t'es partie pendant combien de temps? Donc, ce premier voyage, je suis partie 3 mois. Au Pérou, en Bolivie, au Chili, en Argentine. Et puis, je n'ai plus jamais arrêté. Et ça t'a changé? Ce voyage m'a changé parce que je me suis dépassée en partant avec mon sac à dos. Ouais, ça m'a changé. Et pourquoi cette envie aussi de partir, justement, seule avec un sac à dos? J'avais envie d'être au plus près possible des sagesses qui sont là-bas. Je voulais vraiment être connectée à ces civilisations ancestrales, à cette manière d'avoir construit ces sites incroyables comme le Machu Picchu, mais tellement d'autres. J'avais envie d'aller à l'essentiel, en fait, de pas trop me charger d'autres choses, d'y aller le plus simplement possible. Ouais. Et comment s'est passé ton retour? Il s'est passé. Il y avait comme un deal avec moi-même de on rentre renflouer les caisses et dès qu'on peut, on repart. Ah ouais. C'était comme ça. C'était vraiment ça ton schéma? C'était je pars, je profite, je me nourris et puis je reviens, je renfloue les caisses, je repars. C'était comme ça? C'était comme ça pendant 5 ans. J'ai fonctionné comme ça et j'avais un job qui me permettait de faire ça. J'étais à l'époque encore professeure de danse, de fitness et donc je faisais ces 3 jobs-là, on va dire plus ou moins 6 mois par an. Puis les autres 6 mois, je repartais voyager. J'ai fait ça pendant quelques années, ouais. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu trouves encore ton équilibre est-ce que tu as réussi à trouver ton équilibre, justement, et à combiner ce besoin de voyage, ce besoin d'aider les gens? Oui. Alors, je dois dire que la façon de voyager a changé pour moi depuis le Covid.
Voilà, on n'est plus parti aussi loin, on a moins pris l'avion, et donc oui, je m'y retrouve vraiment pas mal. Là aujourd'hui, on est encore très fort sur les routes, on change d'endroit assez souvent, mais ça voyage avec moi. Mon projet professionnel voyage avec moi, donc j'ai trouvé. Ouais. D'ailleurs, on est dans ton camion aménagé qui te permet de vivre aussi cette vie un peu nomade. Tu peux nous expliquer un peu comment c'est né cette envie d'aménager ce camion? Eh ben, c'est justement né de notre dernier projet de voyage. On voulait partir à deux autour du monde. On se disait, on va se laisser porter par les voyages jusqu'à trouver l'endroit où on veut s'installer, parce qu'on a tous les deux le sentiment qu'on ne veut pas vivre en Belgique spécialement. Donc on se dit, bon, on va voir où on va terminer ce voyage. Et donc on est parti en janvier 2020, juste après avoir lancé mon projet de consultation en ligne. On est parti en Asie et puis en mars, on a dû revenir avec le confinement. Et du coup, on s'est retrouvés en Belgique, on avait tout vendu, on n'avait plus rien en fait. On s'était défait de tout ce qu'on avait ici. Donc on s'est un peu retrouvés chez papa-maman. Et là, on s'est dit, il nous faut un chez nous, mais on ne veut pas ni commencer un loyer, ni parce qu'on comptait repartir dès que c'était possible. Et on est tombé sur ce camion. Et donc, on a retapé ce poids lourd dans lequel on vit maintenant depuis 3 ans. 7 jours sur 7. Et ça ressemble à quoi la vie en camion? Ah, moi j'adore. Vraiment, c'est incroyable parce que j'aurais jamais pensé pouvoir vivre aussi longtemps dans un si petit espace et jamais me sentir à l'étroit. Il y a une grande baie vitrée qui nous permet de nous sentir dans la nature et donc de pas se sentir enfermé. Il y a beaucoup de luminosité. Et comment c'est? Ça permet de changer de lieu. Ça permet de changer d'environnement, et en même temps d'avoir ce cocon sécure. Et ce que j'adore, c'est que mon mental est très posé parce que je sais que toutes mes affaires sont autour de moi. Évidemment, on vit simplement, mais j'ai quand même une bonne garde-robe, mais on vit à l'essentiel. Mais ce sentiment de savoir où toutes tes affaires sont, c'est trop bien. Ça a demandé une réorganisation comme ça, de vivre avec moins de choses? Oui, on a fait des gros tris. Quand on est passé de nos dernières habitations à ici, on a fait des énormes tris. Et ça, moi, j'adore ça en vrai. Je suis vraiment, au plus le temps avance, au plus j'adore trier, j'adore ranger, j'adore... Et donc, j'ai adoré faire ça, repasser ma vie, prendre chaque brique de ta vie, de dire on garde, on jette, on garde, on jette. Ça, c'est important, ça, c'est plus important. C'est une transition importante. Et tu te sens plus légère aussi dans ton esprit grâce au fait d'être moins encombrée? Vraiment très fort. Et j'ai toujours envie de continuer, en fait. Ouais, ça c'est immense pour moi. Vraiment, ça léger. Ouais. Et donc, c'est depuis ce camion que tu fais tes consultations? À partir de ce camion, c'est ça que tu veux dire? Oui. Tout à fait. Ouais. C'est ici que je suis installée avec mon ordinateur, mes écouteurs et que je fais mes consultations en ligne. Après, je pose toujours la possibilité, quand je rentre en Belgique, je préviens mes patientes et je leur dis que c'est possible qu'on se voit ici aussi pour celles que je connais, en tout cas, on peut le faire. Ce sont uniquement des femmes que tu accompagnes? Ben oui, malheureusement. Je t'avoue que ça, c'est un truc qui m'attriste un petit peu. Je me demande, en fait, on sait que les femmes ont plus de facilité vers la communication, l'émotionnel, tout ça. Mais quand même, je me dis, là, il est temps, quoi. Ils sont où, les hommes? C'est une question que je me pose souvent et qui me chipote un peu, j'avoue. J'aimerais vraiment avoir plus d'hommes. J'aimerais qu'ils viennent, j'aimerais qu'on puisse échanger, j'ai envie qu'ils soient là, quoi. Tu penses que ça joue aussi le fait que toi-même, tu sois une femme ou pas forcément? Je pense pas que mes collègues hommes aient plus d'hommes. Pas spécialement, non, au contraire. Non, je suis pas certaine. Et quels sont les types d'accompagnement que tu proposes? Alors en général, donc j'ai des consultations individuelles d'1 heure. Et alors j'ai créé un suivi mensuel aussi qui me ressemble, je trouve, parce que donc on a en fait comme un abonnement à la salle de sport. Ça fonctionne par mois. Et donc dans le mois, on démarre par une consultation d'1 heure où la personne va venir poser ce qu'elle a envie de travailler. Ça peut être tous les sujets relationnels, professionnels. Et ensuite, après cette consultation, on va garder la connexion entre nous à travers une conversation WhatsApp dans laquelle la personne va pouvoir me poser toutes les questions qu'elle souhaite tout au long du mois. Et j'ai appelé le suivi mensuel « Garder le cap » parce que je me suis rendu compte qu'en général, entre 2 consultations, tu peux avoir des révélations dans une consultation, puis tu rentres chez toi et tu retournes dans tes travers, si je peux les appeler comme ça. Donc, c'est pas toujours facile de rester on track sur le chemin. Et donc, je me suis dit plusieurs fois, moi, en tant que patiente, je me suis dit, j'aimerais tellement pouvoir parfois juste me reconnecter à la personne.
pour me resynchroniser. Et donc, voilà. Et alors, à la fin du mois, tu choisis si tu repars pour un mois. Donc, c'est assez souple. C'est un cadre qui permet pas mal de choses. Et ce que j'adore, c'est que tous les suivis sont différents parce qu'ils se basent vraiment sur la vie de chaque personne. Ah oui. Donc, toi qui aimes les récits de vie, c'est passionnant parce que je suis connectée à la vie de chacun. Elles sont très différentes, très riches. Et alors, toi, comme elles peuvent alors te contacter par WhatsApp, tu dois être tout le temps disponible ? Disons que c'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'elles déposent leur message et moi j'y réponds dans les 24 heures, mais au moment qui est juste pour moi aussi. Donc je trouve un rythme là-dedans aussi et j'aime vraiment, c'est très important pour moi d'être connectée au moment où je réponds, donc connectée dans le sens bien centré, bien avec moi, et donc je décide le bon moment. Je suis souvent dans la nature, souvent en balade, donc ça me convient très bien. Voilà. Et depuis le début, comme ça, c'est principalement pourquoi qu'on vient te voir. Les personnes, c'est principalement relationnel ou professionnel, ou t'as vraiment les deux ? Il y a vraiment les deux. En général, je vois deux dynamiques. Il y a une dynamique plutôt thérapeutique et une dynamique plutôt coaching. Ouais. Il y a un peu des deux. Et on peut évidemment faire les deux parce que les deux sont très, très liés. Hein. Donc voilà, les sujets, c'est beaucoup relationnel, mais aussi professionnel. Beaucoup de transition de vie depuis le Covid. Hein. Beaucoup de gens qui ont envie d'avoir un job qui leur ressemble et plus de devoir se plier pour correspondre à un job. Et tout ce que ça amène comme dépassement de soi, oser passer le cap. Tu les suis pendant combien de temps ? Il n'y a vraiment pas de règle. De nouveau, ça va. C'est ce que j'ai validé avec moi en sortant des études de psycho, c'est que j'étais pas une psy classique et donc mes cadres allaient être beaucoup plus souples. Voilà, ça fait partie de qui je suis. Donc j'ai vraiment pas de délai fixe parce que je ne sais pas à l'avance. Et donc ça dépend d'une personne à l'autre. Certaines personnes viennent un mois. Et pour elles, c'est OK. Elles ont eu les clés qu'il fallait. Elles continuent d'avancer seules. Et puis, il y a toujours la possibilité de reprendre plus tard sur leur chemin, de revenir. Et puis, certaines restent pour un suivi plus long, le temps de construire vraiment leur projet, de mettre tout en place. Donc, ça dépend. Comment tu as su que tu étais directement, que tu n'allais pas devenir une psychologue classique ? Je l'ai su même avant de m'inscrire à l'université parce que j'ai un papa qui est thérapeute énergéticien. Ah oui. Et j'avais déjà fait un travail sur moi étant ado, et donc il m'avait dit je suis pas sûre que ça va vraiment te correspondre l'UNIF, mais vas-y, expérimente. Ah oui. Et c'est vrai que je me suis assise la première fois au cours d'UNIF et le professeur a commencé en disant la psychologie ce n'est pas, et là il a décrit tout ce que mon père faisait comme boulot. Et je me suis dit waouh, ça va être chaud, ça va être challenge pour moi, mais en même temps je me suis dit voilà, j'ai pas envie de fuir ça, j'ai envie d'apprendre à faire les ponts entre ces deux mondes pour être dans l'inclusion et pas que ce soit ou mais plutôt et. Ça a été je n'aime pas dire cheval de bataille, mais mon intention pendant 5 ans, de faire le pont entre deux mondes. Mais tu savais que tu allais quand même, tu allais aller vers cette voie-là ? Oui, c'était très clair que j'allais pas rester, que j'allais prendre ce qu'il y avait de bon pour moi à prendre là, mais que il y aurait d'autres choses à côté. Tu as un podcast aussi, Ose ta vie, et dedans tu expliques justement que c'est en 2015 que tu as rêvé de mener ton projet professionnel comme tu le fais aujourd'hui, mais que ça a pris jusqu'au 2019 pour le créer. Quelles ont été comme ça les étapes pendant ces 4 ans ? En fait, pour être exact, ça a pris de 2015 à 2019 pour le rêver. Ah oui. Et c'est en 2019 que j'ai commencé à poser les fondations vraiment pratiques du statut, du site internet, de tout ce qu'il faut faire dans la matière, je vais dire, dans le concret. Et entre 2019 et 2023, c'est là que ça a commencé à vraiment fleurir, je vais dire. Et aujourd'hui, tu le vois encore évoluer alors ton projet ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il évoluera toujours avec moi. C'est ça que j'aime bien, c'est vraiment me dire que mon projet pro est un prolongement de moi-même. Et comme je me sais, comme tout le monde, en constante évolution, j'aime me dire qu'il va continuer à avancer. Et je me dis même souvent, en fait, peut-être qu'un jour je serai plus thérapeute, que je ferai, je dis n'importe quoi, des savons, du pain, tu sais, que ce sera aussi une manière d'amener de la conscience, de l'inspiration. Voilà, on verra. Donc en plus des consultations que tu fais vraiment avec les personnes, tu as aussi créé des formations qui sont disponibles sur ton site internet. Pourquoi tu as décidé de créer ce format-là ? Justement, c'était toujours autour du confinement. Tu vois, le confinement était très riche pour moi. Oui, à fond. Il y a eu l'envie le thème du couple revenait beaucoup, tout le temps, dans les suivis, dans les ateliers de groupe. C'était un sujet qui était là tout le temps. Et puis moi, j'avais rencontré mon compagnon quelques
quelques années avant. Ça a été tellement riche, tout ce qu'on a traversé, tout ce que j'ai senti, qui s'est passé en moi, tous les changements, tout ça, que je me suis dit, en fait, c'est le sujet du moment, entre guillemets. Ça a toujours été un sujet, mais pour le moment, la question revient tout le temps à moi. Donc, j'ai envie d'y répondre. Et là, autour du confinement, c'était le format qui me semblait le plus pratique pour pouvoir partager à un maximum de personnes et qu'elles puissent le découvrir à leur rythme de chez elles. Et puis le mettre en pratique, puisqu'elles avaient le temps de le faire. Et comment tu construisais? Tu construis alors ce format-là? Donc concrètement, c'est d'abord une phase d'inspiration. Donc je me pose vraiment dans la nature toujours avec mes feuilles et je me laisse vraiment traverser par tout ce qui me vient, toutes les idées, tout ce dont j'ai envie de parler. Donc c'est un gros brainstorming avec moi-même. Et puis petit à petit, je sens un fil qui vient à travers différents chapitres, une logique que je rattache au processus que je suis en général en consultation, en fait, qui sont des étapes de d'abord apprendre à s'observer pour mieux se connaître, et puis voir les zones limitantes, et puis aller les remettre en question, et puis réouvrir et reclarifier ce que je veux vraiment, et puis m'ouvrir à plus grand, parce que dans mes accompagnements, il y a toujours cette dimension que j'appelle spirituelle, et pour pas mettre un grand mot, c'est le sens qu'on met aux choses. Qu'est-ce que je viens faire ici? Qu'est-ce que je veux faire ici? Qu'est-ce que je veux faire avec cette vie qui est ma création, comme on modèle quelque chose? Et donc, voilà, on passe par toutes ces étapes dans la formation et puis les filmer. Les monter, voilà. Et puis petit à petit, ça prend forme et je suis très contente. Et d'ailleurs, je viens de la retourner entièrement, puisque ça faisait quelques années du coup. Je me suis dit, il s'est encore passé plein de choses, donc j'ai envie de rajouter des bonus, des nouvelles vidéos, et puis j'ai envie de mettre l'énergie de maintenant, puisque de nouveau, je suis en constante évolution moi aussi, donc c'était important pour moi de faire une mise à jour. Donc je suis justement dans le montage, elle va ressortir. Trop bien. Et justement, oui, parler face caméra, se filmer, faire le montage, c'est aussi un autre métier. Ça, comment tu l'as appris? Sur le tas. C'est ça que c'est incroyable avec ces entrepreneurs-là. Franchement, ça te pousse à te dépasser. Tu dois le savoir, mais tu vas explorer tellement de facettes de toi que tu connaissais pas. Ça t'oblige à être curieux, à être entreprenant, à être... Et donc, voilà, des amis qui ont parfois fait le chemin avant moi, à qui je demande des conseils. Je suis très heureuse qu'elles aient fait la route avant moi. Donc, voilà. Et puis, à gauche, à droite, des petites infos. Et puis, on y arrive. Trop bien. Et ça te stressait un peu de te mettre justement face à la caméra comme ça? Alors, j'ai la chance d'avoir un truc en moi c'est que mon père m'a appris, clairement. Tant que ton intention est bonne, c'est tout ce qui importe. Tant que ton intention est juste et que tu le fais avec le cœur, peu importe la forme. Et donc, j'ai pas un côté perfectionniste qui m'arrête et qui me fait recommencer. Je partage vraiment avec le cœur et je sais que ce que je partage, je le fais pour le plus grand bien, pour que ça serve, et donc... je m'en fous de trébucher, de me tromper, ça n'a pas d'importance. Donc, ça va assez vite, en fait. Ça roule. Ouais. Et il y a aussi, d'ailleurs, la chaîne YouTube. Pourquoi tu l'as créée, cette chaîne? Parce que finalement, via ton podcast, via ton compte Instagram, via la chaîne YouTube, tu donnes aussi beaucoup de conseils, entre guillemets, gratuitement. Pourquoi cette envie comme ça de partager autant? C'est parti de mes premiers voyages, en fait. Donc, c'était bien avant, puisqu'à l'époque, c'était pas du tout à la mode, je veux dire, et commun de partager par vidéo comme ça. Donc, ça, c'était en 2014, 2015, oui, là. Et j'étais en voyage, j'étais tellement traversée par des choses inspirantes que j'avais envie de les partager. Donc, c'était sur Facebook. Et donc, c'est mon compte privé, en fait. Et donc, je partageais sur ce compte privé. Et puis, finalement, je me suis dit, ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, je vais faire quand même un groupe Facebook. Mais c'était pour mes amis et le réseau autour de moi. Et donc, petit à petit, ça a pris cette forme-là. Mais c'était à la base vraiment ce truc qui te déborde et tu as envie de le partager parce que j'étais moi-même émue de ce que je vivais, en fait. J'avais envie de le dire, de le partager. Trop gay. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu l'as partagé? C'était il y a trop longtemps, je pourrais plus te dire. Je pense, mais c'est vraiment une supposition parce que c'est dans les souvenirs, mais je pense que... il n'y avait pas d'enjeu, en fait, de nouveau, parce que le truc, c'était je partage ce qui se passe parce que c'est trop bien, mais j'attends rien de vous, en fait, je m'en fous. Donc, c'était OK. Et est-ce qu'il y a d'autres formats que tu aimerais bien explorer? Oui, c'est bien que tu parles de YouTube parce que tu me rappelles que j'ai une chaîne YouTube. Parce que franchement, c'est compliqué d'être sur tous les fronts. Mais oui, j'imagine. Donc là, je suis vraiment plus sur Instagram et sur Facebook et les podcasts. Et c'est déjà beaucoup à gérer au milieu des consultations. Et donc, c'était quoi ta question? C'était s'il y avait d'autres formats que tu aimerais explorer. Et donc, les autres formats à explorer, j'ai des idées tout le temps. Mais pour le moment, j'essaye de rester à ce que je suis parce que c'est illimité. Il y a encore... les voyages, les retraites, tout ça. Donc, il y a voilà, encore d'autres choses. Donc, pour le moment, j'essaye de m'en tenir à ce que je développe pour le moment. Hein. Ne me donne pas des nouvelles idées. Ce ne sera pas de ma faute, désolée.
Tu parlais des retraites, oui, justement. Il y a ta rencontre, une rencontre qui a marqué ta vie, c'est celle des dauphins. Et aujourd'hui, d'ailleurs, t'emmènes les gens avec toi dans ces voyages avec les dauphins. Tu peux un peu expliquer comment ça s'est passé, justement? Ouais. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est mon père et son ex-compagne qui ont créé des voyages pour aller à la rencontre des dauphins en pleine conscience en Égypte. Donc quand je dis en pleine conscience, c'est parce que malheureusement, en général, quand on rencontre les dauphins, c'est dans des circonstances qui sont absolument pas respectueuses. Et donc là, c'est des animaux complètement sauvages qu'on rencontre. Donc on est en pleine mer pendant une semaine. Et donc ils m'ont proposé pour mes 21 ans. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux fêter ton anniversaire là-bas? Et honnêtement, moi, j'ai toujours été très épicurienne, à vivre les expériences et tout. Donc, oui, j'ai dû avec grand plaisir. Je n'allais absolument pas refuser ça. Mais c'était pas un rêve d'enfant. Tu sais, il y a plein de gens pour qui les dauphins, c'est un rêve. Moi, le dauphin, c'était pas un truc auquel j'avais pensé avant mes 21 ans. Voilà. Mais j'y suis allée, évidemment. Et là, on est dans le bateau, on va vers la baie et puis je les vois sauter là. Et là, il se passe un truc dans mon cœur, mais je me souviendrai toujours de ce moment. C'est comme si j'avais été complètement surprise, happée par leur beauté. Je les trouvais tellement beaux, comme s'ils étaient dessinés à la peinture. À l'aquarelle? Comme s'ils étaient dessinés au pinceau. Ah oui. Et je me suis mise à pleurer, c'est comme si mon cœur explosait comme ça. Et puis alors, ils ont disparu. Et puis après, on a passé la semaine là-bas. J'étais à leur rencontre et c'est une relation qui a vraiment évolué au fil des années, parce que maintenant, ça fait plus de 10 ans. Et c'est comme des amours de vacances, tu vois, que je retrouve, entre guillemets, d'un été à l'autre. Et on continue de tisser cette relation. Et là, ce qui se passe aujourd'hui est vraiment de plus en plus fort avec eux. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui se passe. Et donc, après avoir vécu cette première expérience, j'ai dit, mais en fait, donc j'étais à l'UNIF à ce moment-là. J'ai dit, il faut que les jeunes vivent ça, qu'ils vivent ce fait de partir pendant une semaine sans connexion, vivre au rythme des étoiles, du soleil qui se lève, vraiment dans quelque chose de très essentiel, et à la rencontre de cet animal qui a un effet thérapeutique et miroir qui est vraiment intéressant. Et donc, j'ai créé des bateaux jeunes. Donc, j'en ai parlé dans mon auditoire. Excellent. J'ai dit à l'auditoire, voilà, j'organise cet été un bateau jeune. J'ai expliqué le concept du voyage et c'est là que j'ai commencé à organiser mes voyages. Trop bien. Et comment s'est passé le premier voyage? C'était magique. Magique. On est parti avec un groupe de 16 jeunes. On avait entre 16 et 25 ans. À l'époque, c'est pas moi qui donnais les ateliers. Et ça a été super parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule jeune à avoir envie de faire un chemin sur elle, en fait, d'apprendre à se connaître pour se libérer de certaines choses et pour vivre au mieux cette vie qu'on a entre les mains. Et aujourd'hui, oui, donc quand tu organises ce genre de voyage, tu proposes des ateliers, des consultations aux personnes qui participent? Oui, surtout les ateliers. Donc, on a un atelier de groupe chaque soir. On se retrouve au coucher du soleil sur le pont supérieur du bateau. C'est un lieu qui est assez magique. Il y a des lieux comme ça dans mes voyages où j'ai retrouvé une énergie un peu commune, donc on a du mal à expliquer, mais qu'on appelle hautement énergétique parce que c'est des lieux où c'est comme si le temps s'arrêtait et comme si tout était décuplé comme ça. C'est très, très fort. Et Sataya fait partie de ces lieux. Et donc, on a cet atelier-là le soir avec à chaque fois un thème différent et des outils différents. On passe par la parole, on passe par le mouvement, comme j'aime aussi faire danser les gens, reconnecter à leur corps. Et c'est magique. Trop gai. Et toi, ça t'apporte quoi de partager ça avec d'autres personnes? Moi, je suis toujours comme la petite fille qui regardait la télé, les histoires d'adultes et les adultes qui parlent de leur résilience. Je suis toujours passionnée par ça. J'adore être là-bas, j'adore voir les gens au jour 1 et au jour 7, la transformation qui se passe. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui continuera à me toucher parce que je vois en chacun ce qui est magnifique. Et quand tu peux voir tomber petit à petit ces couches et les gens se reconnecter à ce qui est profond en eux, ce qui est beau, ça m'apporte tout le bonheur du monde, vraiment. Tu vois vraiment un avant et un après, enfin un début de semaine et une fin de semaine, et que ça a changé les personnes qui sont là? C'est impressionnant, ouais. Si on prend les chakras, les centres énergétiques, il y a vraiment un travail comme sur chaque chakra de la personne. Donc, les chakras qui travaillent plus sur la sécurité intérieure, puis les chakras de rayonner, de se connecter à son cœur, puis de se connecter à quelque chose de plus grand. C'est comme s'il y avait un nettoyage de tout ça qui faisait que les gens repartent nettoyés. Vraiment, c'est ce que je sens, comme s'ils étaient libérés, puis plus rayonnants. Tu les captes plus comme ça, ils sont plus présents. Ouais. Et comment tu as réussi à faire connaître ce mode de voyage, quoi? Comment tu as fait un peu la promotion de ce que tu proposais? Par rapport aux dauphins? Oui. Au voyage avec les dauphins. Comme ça fait 10 ans maintenant, il y a déjà pas mal de gens qui savent que je fais ça. Et donc, c'est du bouche à oreille, beaucoup. Les gens
sont contents de parler à leurs amis ou à leur famille, dire tu dois faire ce voyage, fais-le avec Morgane. Et donc petit à petit, le bouche à oreille se fait. Et sinon, les premières années, Facebook, toujours, en parler sur Facebook, des vidéos, des petites soirées infos, rencontrer les gens, parce que c'est quelque chose... On dit que c'est une expérience qui est à vivre. C'est pas toujours facile de mettre les mots là-dessus. C'est vrai que c'est à vivre, mais c'est vrai que se rencontrer et en parler ensemble, ça permet de déjà capter ce qui peut se passer pour chacun. Et maintenant, tu organises combien de voyages comme celui-là par an ? J'organise 2 groupes par an, donc 2 groupes à moi avec lesquels je pars. Et puis, j'y suis aussi en tant que coordinatrice, donc sur des bateaux qui sont animés par quelqu'un d'autre, mais où je suis là pour gérer le lien entre l'équipage, les guests, pour que tout se passe au mieux pour tout le monde. Donc, ça fait quelques semaines par an là-bas et j'ai beaucoup de chance. Trop bien. Oui, comment t'organises en fait tes mois, tes semaines comment ça se passe aujourd'hui Je les organise pas. Je les organise pas et vraiment c'est un challenge parce que ma tête me dit bon mon Dieu, il serait temps d'avoir un peu de structure et de savoir comment on va un peu répliquer des semaines, tu vois. Et en fait, ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi et avec ma vie, c'est que chaque semaine est différente. Je ne sais quasi pas où je vais vivre dans 2 semaines, honnêtement. Voilà. Et là, par exemple, je viens d'apprendre que je vais être finalement 2 semaines en Égypte plutôt qu'une. Donc, tout est tout le temps mouvant. Et j'ai beaucoup de chance parce que ça se met. Il y a comme une danse qui se met assez naturellement. Ça marche. J'essaie de ne pas le mentaliser. Au moins, je le mentalise. Au mieux, tout prend sa juste place et ça roule. Ça se met bien. Ouais. Et pourquoi justement tu as envie de savoir répliquer des semaines ? Enfin, est-ce que tu en as envie ou est-ce que tu te dis juste que ça doit être fait parce que, entre guillemets, c'est ça l'entrepreneuriat, on doit s'organiser enfin... Je pense que parfois je dois être un peu influencée par ce que j'observe à l'extérieur et puis par l'envie aussi de me dire ce serait facile quand même de... Voilà, ça marche, du coup je le refais la semaine prochaine. Je dis par exemple les podcasts, tu vois, on dit regrouper, en faire plusieurs d'affilée et tout. Bien sûr, sauf que moi, je sais jamais si dans le camion, il y a quelqu'un qui va venir frapper à la porte. Je sais jamais si je vais être à un endroit où j'ai assez de connexion pour les télécharger. Donc, je peux pas fonctionner comme ça. Je dois, pour le moment, fonctionner à l'instant T. Ouais. Et voilà, il y a un lâcher-prise. Et en même temps, c'est moi, en fait. C'est facile, entre guillemets. C'est juste ma tête qui, de temps en temps, me dit que je pourrais quand même faire un peu comme les autres. Mais non, ça fonctionne pas. Et tu as l'impression que cette expérience entrepreneuriale, ça t'a aidé à mieux te connaître aussi ? Tellement, mon Dieu. Et c'est pas fini. Ouais. Tellement, ça m'a aidé à me structurer quand même dans le sens d'ancrer dans la matière. Je suis quelqu'un de j'ai plein d'idées, j'ai plein d'inspirations, j'ai un truc très fluide, très souple et tout. Mais par contre, j'ai dû apprendre à me cadrer et à aller au bout des choses. Ça m'a appris. Par exemple, mon site internet. Sinon, moi, je ferais bien un peu à gauche, un peu à droite, un peu nanana. Et en fait, là, de reposer des actions chaque jour dans le même sens, vers un même but, encore et encore, ça a été un apprentissage pour moi énorme, vraiment. Ton site internet, tu l'as fait toute seule ? Oui. T'avais quel sentiment quand tu l'as fini ? J'étais trop fière. J'étais trop fière d'avoir été au bout et puis contente parce qu'il me ressemble. Je pense quand on voyage sur mon site, on peut vraiment avoir une idée de qui je suis et voir si ça peut matcher pour faire un chemin ensemble. Ouais. Quels sont comme ça les aspects dans ton projet, donc ce qui est Instagram, podcast, site internet, dans lequel tu te sens plus à l'aise alors que de base c'est pas ta formation ? Ouais. Et je pense que c'est pour tout ce qui est vidéo en fait, le fait de parler ou là les podcasts, parler c'est ok pour moi. Je te dis, je reviens très rarement à me dire non j'aurais pas dû dire ça ou pas du tout. C'est assez fluide pour moi. Trop bien. Ouais. La compta, par exemple, ça, c'est vraiment moins fluide. Ah oui. Voilà. Et oui, justement, est-ce que tu t'entoures ? Est-ce que tu travailles quand même avec d'autres personnes ou tu gères tout toute seule ? Je gère tout toute seule. C'est un truc... jusqu'à maintenant, j'ai eu plus de facilité à faire seule que faire avec quelqu'un d'autre. Ça me demande plus d'énergie. Peut-être parce que j'ai tellement ce truc à l'instant T que ça me laisse plus de liberté quand j'ai que moi à gérer et qu'il n'y a pas quelqu'un qui dépend de moi ou avec lequel je dois me synchroniser. Pour le moment, je préfère faire tout toute seule et j'aime bien et je ressens pas de solitude. Ça marche comme ça pour moi pour le moment. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui te faisait peur, qui te paraissait inaccessible ou en fait, avec ton papa, j'imagine, tu as eu l'exemple plus jeune ? Oui, et surtout, pour moi, ça rimait avec liberté. Et donc ça, c'est tellement quelque chose qui est mais important pour moi. Le mot est faible, en fait, c'est nécessaire, vital. Et mes dernières années en tant qu'employée, j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Je partage parfois et c'est vraiment
pas une blague, que mes derniers mois en CDI, je ne dormais plus. Pas je dormais mal, pas je dormais peu, je ne dormais plus pendant plusieurs semaines. J'ai pas fermé l'œil une minute, tellement tout mon corps était en stress. Et c'est complètement irrationnel et inconscient. On ne sait pas ce qui vient se réveiller dans le corps, mais chez moi, il y avait un truc où ce n'était plus possible d'avoir une contrainte. C'était plus gérable. Je ne saurais jamais pourquoi, mais en tout cas, le jour où j'ai arrêté, j'ai redormi. Mon corps s'est vraiment relâché. Et donc, ça rimait pour moi avec liberté d'être entrepreneur, même si, évidemment, qu'il y a de la contrainte. En fait, tu n'as plus la contrainte d'un boss ou d'un job qui ne te plaît pas, mais tu as la contrainte il n'y a personne qui t'attend, donc tu dois faire les choses par toi-même. Si tu ne les fais pas, elles ne vont pas se faire. Et c'est une autre contrainte qui est face à toi. Et l'aspect financier, t'as fait peur ? Non, je suis un peu tête brûlée pour ça. Franchement, j'ai un peu tendance à sauter sans filet et à faire confiance. Donc ça ne m'a pas fait peur au moment de sauter, parce que ça, c'est ma zone de confort, de dire « waouh, on y va ». Par contre, après, quand j'ai été confrontée à des erreurs de compta que j'ai fait énormément de grosses bourdes qui m'ont... j'ai eu plusieurs fois vraiment le sentiment, tu sais, ce sentiment horrible d'avoir la tête sous l'eau. Vraiment de dire je vais pas y arriver. Et puis enfin, j'arrivais à sortir d'une galère financière. Je respirais un peu, puis boum, on me dit vous avez fait une erreur, vous devez autant. Et ça a été pendant quelques années comme ça. Ça a été hard. Donc ça aussi, c'est venu nettoyer, libérer plein de choses en moi. Donc... à la base, ça m'a pas fait peur. Et puis après, j'ai traversé des trucs qui m'ont fait super peur. Mais tous ces moments, justement, qui étaient plus compliqués, tu as l'impression qu'ils t'ont appris à mieux gérer ton projet aujourd'hui ? Oui, maintenant, je me rends compte que j'ai une position tout à fait différente par rapport aux institutions. Avant, c'est comme si j'étais toujours fautive, je faisais toujours mal. Là, maintenant, je m'entends super bien avec toutes les personnes. Donc, je pense à la mutuelle, aux indépendants, à tout ça. J'ai des contacts, ça se passe super bien, c'est fluide, je fais ce qu'il faut au bon moment, je sens que c'est guéri, que c'est bien, ça marche. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, Trop bien. Et toi, tu te sens plus à l'aise aussi dans ta gestion ? Oui, complètement. C'est 1 jour par mois et ça roule, je fais ça bien. Trop bien. Et surtout que financièrement, tu dépends vraiment des personnes que tu accompagnes, des projets que tu t'organises, etc. Donc, est-ce qu'il y a ce stress parfois de te dire tel mois j'ai moins de consultations ou tel suivi s'arrête et donc ça va faire une perte financière. Comment ça se passe dans ton esprit tout ça ? C'est plutôt calme dans mon esprit parce que j'ai la chance d'avoir peu de frais. On vit dans le camion, donc on n'a pas de loyer, on a très peu de frais de charge, on a une voiture pour 2. Donc, ça m'a permis de lancer mon projet sans avoir un gros stress financier derrière. Donc, c'est pas... je suis très fluide avec le fait que les gens viennent, arrivent, partent. Tout ça, c'est OK en moi. Je fais vraiment confiance. Mais je ne sais pas comment ce serait si j'avais un gros emprunt ou peut-être que je mettrais plus d'attention là-dessus. Tu te sens vraiment alignée avec ce que tu fais aujourd'hui ? Complètement. Ça, c'est le bonheur ultime, c'est complètement aligné, Et tu en parles beaucoup, on est en 2023, c'est vraiment une année de transition pour toi, puisque vous allez vous installer en Espagne. Pourquoi cette envie de ne pas rester en Belgique, entre guillemets, installée, mais de partir à l'étranger ? J'ai aussi du mal à l'expliquer, mais c'est comme si la Belgique avait jamais vraiment vibré pour moi. Donc, je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai ici, parce que je me rends compte de la chance qu'on a, de la sécurité, de tout ça, de mes amis, ma famille. Mais c'est comme si quand j'étais ici, je sais pas, ça vibrait pas pour moi. Et par contre, quand j'ai vécu 1 an à Barcelone pour la danse il y a longtemps, il y a vraiment eu ce truc de je me sens en lien. Dès que je parle espagnol, je me sens beaucoup plus vivante. J'aime m'être près de la mer, je suis très en connexion avec la mer. Et donc ça, c'était en 2009, donc ça fait très longtemps. Il y a toujours eu ce truc de je vibrais quelque part par là. Et depuis, tous mes voyages étaient un peu allés tester. Parce que finalement, j'ai pensé à l'Amérique centrale, à l'Amérique latine, mais alors comme j'aime trop la bouffe méditerranéenne, je me suis dit ça va pas aller sur le long terme. Et donc voilà, et donc on s'est décidé l'année passée, on a visité une région en Catalogne qui nous a vraiment plu à tous les deux parce qu'elle est entre mer et montagne. Et on s'est dit ok, là on se voit bien vivre. Et donc on s'est dit on va partir là cette année, début d'année. On va aller explorer, puis on verra bien. Et on en est là. On est en transition entre... on a envie d'un chez nous, on a envie d'une terre surtout, plus qu'une grande maison. On veut un terrain pour un potager, tout ça. Et puis l'envie vraiment d'avoir notre port d'attache. Donc je continuerai toujours à voyager, à bouger. Mon compagnon aussi, il est comme moi. Mais on a envie de ce sentiment de quand on rentre à la maison, c'est à la maison, c'est chez nous. Et du coup, ce camion, il va devenir quoi ? Quelle bonne question.
Alors, c'est certain qu'on est incapable de s'en défaire. On l'aime beaucoup trop, donc on n'est pas prêt de s'en défaire. Donc, il va venir avec nous. Ça fait partie de nos critères. On veut trouver un terrain assez grand pour y poser le camion. Et puis, on verra. On verra bien. Mais en tout cas, il vient avec nous en Espagne. Trop bien. Ouais. Et toi, tu vas continuer tes consultations en ligne et peut-être en proposer là-bas aussi alors? Oui, j'aimerais bien. Une fois que je serai installée, j'aurais envie de développer aussi en présentiel là-bas, peut-être sous forme de retraite là-bas, d'ateliers de groupe, mais aussi de consultations individuelles en espagnol. Et puis, il y a toujours le mouvement, la danse qui reste... j'ai envie de plus en plus d'intégrer ça à mes accompagnements. Et donc, si je peux retrouver un espace, une chouette salle, ou faire bouger par le corps pour libérer des émotions, ça me donne envie. Comme tu me demandais si mon projet allait encore évoluer, voilà, Ouais. ça fait partie des envies. Ouais. Trop bien. Oui, la danse, ça fait vraiment partie de ta vie. Oui, ça a été toute la première partie de ma vie, depuis toute petite jusqu'à... il y a quelques années, en fait, ça a été ce que je faisais tout le temps, en fait, qui j'étais. Et puis, petit à petit, le voyage est venu contrebalancer ça. J'ai commencé à vraiment aimer voyager, donc ça devenait dur de suivre les cours. Et puis maintenant, c'est plutôt, on va dire, une passion. Je vais danser pour le plaisir, pour moi. Voilà, c'est plus professionnel. Et puis, dans la thérapie. Ça, c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir voir ce qui se passe chez une personne quand elle reconnecte à son corps. Comment tu fais alors? Comment tu procèdes comme ça? Alors, il y a soit des ateliers de groupe qui s'appellent de la Yam Dance. C'est une méthode que j'ai créée justement en Égypte, sur le bateau, qui est vraiment une méthode où tu te reconnectes à toi, aux éléments. Elle se travaille dans la nature. Et on part en groupe pour une session d'1 heure et où petit à petit, les gens peuvent se reconnecter à leur corps et de la manière qui est la plus juste pour eux. Et oui, l'installation en Espagne comme ça, t'as l'impression que tes méthodes de travail pourront tout à fait aller aussi à une culture différente, une mentalité différente que tout ce que tu fais comme ça avec ton public entre guillemets belge pour l'instant, ça peut s'adapter tout à fait à un public espagnol? Ouais, j'en ai aucun doute parce que je pars du cœur et que tout le monde a un cœur. Et donc, c'est sûr que ça prendra. Trop bien. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris, toi, sur toi-même, mais aussi sur les autres, mais aussi sur la vie, depuis que tu as commencé ce chemin vers la psychologie? Oh là là, quelle question! Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? J'ai appris qu'au plus j'allais essayer d'être quelqu'un de plus parfait, au plus j'allais me perdre, au plus j'allais accepter ce que je suis comme je suis, au mieux j'allais me sentir. J'ai appris que j'étais pleine de paradoxes, qu'en tant qu'humain, on est toujours une chose et son contraire, et qu'au plus on apprend à accepter les deux côtés, au mieux on le vit. J'ai appris que cette vie est tellement riche et qu'elle est précieuse, et ça je me le rappelle vraiment chaque jour, et je crois que ce sera toujours mon message principal, c'est comment on peut faire pour la saisir chaque jour. J'ai appris que je ne savais pas. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Voilà, je crois que ça c'est le plus important de ce que je retiens. Ouais. Et tu as envie vraiment que les gens que tu accompagnes, mais aussi de manière générale, que les gens fassent ce chemin aussi vers eux-mêmes, vers la reconnexion à eux? Ouais, j'aurais envie de ça, mais après ça me regarde pas. Mais ouais, c'est ce que j'aimerais, c'est ce que je souhaiterais à chacun en tout cas. Mais peu importe la forme, tout le monde ne doit pas passer par la thérapie, le développement personnel. Ça peut être par une pratique, pour la danse par exemple. Ça peut être par le voyage, ça peut être par tellement de choses, ou de choses bien plus simples. Mais chacun son chemin, mais en tout cas c'est ce que je souhaiterais à tout le monde, c'est de découvrir ce qu'il a à l'intérieur et que tout est bien, quoi. Tout est là, tout est bien. Tu as l'impression que le Covid, ça a changé quelque chose pour ça? Tu disais que voilà, il y avait plus de personnes qui venaient vers toi pour les consultations en ligne à ce moment-là. Tu as l'impression qu'il y a eu un switch comme ça, qu'on s'est rendu compte qu'on devait être en meilleure relation aussi avec nous-mêmes au moment où on a dû tout couper comme ça par rapport au monde extérieur? Ouais, ça a été fort, je trouve, quand même, autour de moi. En tout cas, de moi, ce que j'ai pu observer, c'est que je trouvais les gens comme s'ils sortaient de leur espèce de rêve, de leur somnolence, comme ça, métro, boulot, dodo, qui sortaient de ça, qui se rappelaient de ce qu'il y avait à la maison, en fait, et à quel point c'était riche, important, essentiel. Leur jardin, leur potager, leurs enfants, leurs femmes, leurs chiens... Et comme s'il y avait un truc de putain, en fait, c'est pas normal, en fait, que j'ai pas de temps pour tout ça. Ouais, ça, je l'ai vu et ça m'a réjoui. Ouais. Et c'est pour ça aussi, c'est pour ces raisons-là qu'il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à une reconversion professionnelle? Énormément. Et c'est encore en cours parce que, en fait, j'ai l'impression que ce qui s'est passé après le retour, en fait, le retour au boulot, ça a été les burn-out énormément. Et puis là, on est plus sur la phase de
je ne veux plus ça, mais donc qu'est-ce que je veux et comment je vais le mettre en pratique. Et puis toutes les peurs de quitter la sécurité, de quel chemin ça va prendre pour moi. Ouais. Toi-même, tu sais ce que tu ne veux plus? Oui. Je ne veux plus devoir demander à quelqu'un quand j'ai le droit de prendre des vacances. Je veux plus avoir le sentiment de devoir prendre des vacances de ma vie. Je veux plus me forcer, aller au-delà de mon corps physique. Voilà, ça, je pense que c'est le principal de ce que je veux plus. Oui, comme le moment où tu avais accepté ce CDI et que tu ne dormais plus du tout. Ouais. Tu as vraiment eu ce moment où tu as ressenti que tu écoutais ton corps et que tu te sentais mieux? Ah oui, ça a été vraiment directement. Ça a été d'une nuit à l'autre. Pendant 3 semaines, j'avais plus dormi 1 minute. Et les personnes qui ont expérimenté ça peuvent dire à quel point tu deviens folle, en fait. Il y a quelque chose qui vrille dans ton cerveau parce que c'est la pire torture qui soit de plus dormir. Et puis, ça n'avait pas de sens, mais le fait de me défaire de ça, de cet engagement-là, tout mon système nerveux a relâché et j'ai redormi. Donc, ça a été très rapide, en fait. Aujourd'hui, il y a encore des moments comme ça où tu doutes et que finalement, tu écoutes ton corps pour savoir quoi faire? Oui, tout le temps, tous les jours. Tous les jours, je dois me sonder et me rappeler en fait de me respecter dans mon rythme. J'ai un métabolisme assez lent, ça fait partie à la fois, c'est une de mes qualités, on voit de la douceur en moi, c'est vrai, je suis très douce, mais du coup j'ai un métabolisme aussi lent, qui a besoin de calme, qui a besoin de temps pour intégrer les choses. Dès que j'ai un peu une phase de vie qui est un peu chargée, je mets du temps à m'en remettre, ça fait partie de qui je suis et donc je dois accepter ça et me le rappeler. Et comment tu fais justement pour te ressourcer? Des temps de rien, des espaces avec rien, vraiment je ne dois rien faire. Ouais. Donc parfois c'est mon week-end, en fait, juste le week-end je réponds pas aux messages, je regarde pas mes trucs professionnels, même publier sur les réseaux je le fais pas beaucoup. Voilà, des temps où je ne dois rien, ça c'est important pour moi. Et puis la nature. Et puis le ressourcement ultime pour moi, c'est d'aller en Égypte avec les dauphins. Mais je sais le luxe que c'est et la chance que j'ai, mais c'est vrai que c'est là que c'est comme si je me ressourçais pour des mois en fait. Après, je sens que je porte cette énergie de là-bas pendant des mois avec moi. Ouais. Très bien. Et tu arrives justement à faire cette coupure, cette déconnexion malgré notamment la forte présence des réseaux sociaux? C'est vrai que c'est pas évident et j'en parlais encore il y a pas longtemps, je me rends compte que moi je suis encore dans un entre-deux où à la fois je ne travaille jamais à fond, tu sais, je me dis jamais ah là j'ai fait une vraie journée de boulot comme on l'entend ou une vraie semaine, et à la fois je ne coupe jamais vraiment non plus. Peut-être parce que les réseaux sociaux font tellement partie intégrante de notre vie que je l'ai toujours dans la main, et donc je suis un peu entre les deux, c'est vrai. Ouais, je dois faire attention à ça parce que du coup non, c'est pas facile de mettre la limite on-off en fait. Peut-être que tu as plus facilement au boulot où c'est le lundi, vendredi, et puis samedi, dimanche, c'est sûr que c'est off. Mais comme ton boulot, finalement, c'est toi. Tout à fait. C'est jamais fini. Et puis même, et j'adore ça, mais si je vois des amis, je suis comme je suis au boulot, en fait. Je fais la même chose. Je vais écouter de la même façon, parler de la même façon. Et donc, c'est vrai que je suis très naturellement toujours dans l'écoute, décortiquer ce qui se passe. Allez, je n'arrête jamais, en fait. Est-ce que tes amis ont parfois, du coup, l'impression que tu les analyses un petit peu pendant qu'ils sont en train de parler? Je suis passée par une phase comme ça. J'ai eu une transition dans mes amitiés parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'avaient pas envie de ça. Et quand je dis ça, je les analysais pas, je les thérapeutisais pas, mais elles, ça les intéressait pas en fait de parler de ça. Et donc c'est comme si on se comprenait plus. Donc il y a eu une transition et des amitiés qui se sont défaites. Et puis des rencontres de nouvelles amitiés qui, elles, par contre, adoraient ça. Et donc c'est un échange et c'est chouette, quoi. C'est quelque chose qu'on partage ensemble. Ouais. Comment tu te vois dans les prochains mois, les prochaines années? Comment tu vois évoluer ton projet? Alors, si je dois deviner, je le vois s'ancrer en Espagne, à la fois par les retraites, par les consultations là-bas, par le mouvement. Et je le vois continuer à rayonner autour, à aller en Égypte, à revenir en Belgique pour certaines choses, notamment pour le coaching en entreprise. Je le vois un peu comme un soleil avec le centre en Espagne et puis de continuer à rayonner autour. La forme, ça, je sais pas. Trop bien. Ouais. Je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Très, très bonne question.
Qu'est-ce que j'aimerais oser faire et que je n'ai pas encore fait? Tu vas devoir faire un petit coupage au montage parce qu'il faut un temps de réflexion. Pas de souci, tu peux Non, en prendre le fait, temps. la première chose qui m'est venue, vraiment, pour être tout à fait honnête, la première chose qui m'est venue, c'est faire un enfant. Voilà. Trop chouette. Ouais. Bah, c'est ce qu'on te souhaite. Oui, ça m'émeut en te le disant. Oh. Voilà. Bah, désolée de te... Oh, non, avec plaisir, c'est moi qui fais toujours pleurer tout le monde. Alors. Merci beaucoup, Morgane. Merci à toi, Julie. Merci Morgane d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon et KissKissBankBank. Tous les liens sont dans les notes. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.